merci professeur Nicolier. Donc c'est vrai qu'il faut dire que les forces aériennes existent depuis 1914. Alors justement, docteur Alexandre Vautravers, vous qui êtes historien militaire, la Suisse a l'obligation de défendre son espace aérien. Oui, la Suisse a cette obligation puisque la neutralité en fait nous oblige, et je dirais plus que la neutralité, parce que pour certaines personnes, on peut imaginer que la neutralité c'est quelque chose qui vient du 19e siècle, c'est quelque chose d'historique, c'est une tradition, etc. Donc, si on veut se replacer même dans une actualité brûlante, il faut être clair. L'îlot de stabilité et de paix et de tranquillité et de sécurité au centre de l'Europe est lié en fait à cette capacité et cette autonomie stratégique de la Suisse de pouvoir contrôler ses frontières si c'est nécessaire, de pouvoir aussi contrôler son espace aérien si c'est nécessaire. Parce qu'à un moment, il faut bien se rendre compte, le siège de nombreuses organisations internationales, toutes les conférences qui ont lieu ici, que ce soit à Genève, mais ça peut être dans d'autres villes, ça peut être à Montreux, ça peut être du côté de Berne, ça peut être plus loin en Suisse orientale. Mais il faut être clair, ces organisations internationales ne peuvent pas organiser des conférences internationales avec la venue de personnes qui sont le numéro 1, le numéro 2 de tel ou tel pays. On ne peut pas organiser un sommet mondial comme le World Economic Forum à Davos si on n'a pas une capacité de police aérienne et de sécurité dans la troisième dimension. Alors justement, pourquoi, enfin, M. Nicolier l'a très bien dit, mais pourquoi devons-nous justement changer maintenant? Pourquoi maintenant? Bon, changer maintenant, c'est une question tout simplement du fait que les appareils qui sont actuellement en service, Claude Nicolier a parlé du F-18 et puis un petit peu parlé ou évoqué le F-5, ce sont des avions qui ont été développés pendant la guerre froide. Le F-5, c'est un avion qui volait, enfin, les premières versions de cet avion volaient dans les années 1960. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'armées qui utilisent cet appareil comme un avion d'armes, comme un avion militaire, comme un avion de guerre. On l'utilise aujourd'hui plutôt comme un avion d'entraînement ou pour certaines missions très particulières. Le FA-18, c'est un appareil qui a été développé dans les années 1970, qui a volé pour la première fois dans les années 80. La version que l'on a achetée en Suisse au milieu des années 1990 est une version un peu améliorée, mais il faut être clair que à partir de maintenant, la plupart des utilisateurs de ce FA-18, je prends des exemples hors États-Unis, ça peut être la Finlande, ça peut être l'Espagne. En fait, tous ces pays qui sont aussi des utilisateurs du FA-18 sont en train de réfléchir, c'est quoi le coup d'après, c'est quoi l'appareil qui va reprendre le témoin, le flambeau de ce FA-18. Donc, quelque part, la Suisse se trouve tout à fait dans la bonne chronologie pour pouvoir remplacer ces FA-18, non pas tout de suite, non pas demain, mais on est en train de parler de 2030, parce que, bien sûr, il va falloir décider du type de l'avion, il va falloir former un certain nombre d'instructeurs de vol, il va falloir ensuite former les pilotes. Et puis, je reprends quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque, et c'était une parole du commandant de corps Kay Case, qui disait, mais entre le moment où un appareil est flambant neuf sorti du parc et où on peut faire les premiers essais, les premiers vols avec, entre ce moment-là et le moment où il est véritablement opérationnel, c'est-à-dire que les gens, les utilisateurs, les pilotes, mais aussi toute l'équipe au sol maîtrise les performances de l'avion et la réparation, la maintenance de cet avion, il s'écoule quand même plusieurs années. Donc, on est en train de parler d'une période au-delà de 2030. Une autre question, on parle justement de la défense sol-air. Est-ce que on pourrait dire, est-ce qu'une défense sol-air suffirait? Alors, l'avantage de l'avion par rapport à la défense sol-air, c'est que vous avez la possibilité de monter à l'altitude d'un intrus, ou de pouvoir l'identifier et de pouvoir l'identifier visuellement, ce que ne peut pas véritablement la défense sol-air. Et il y a un autre avantage, c'est que lorsque vous avez des avions qui sont des
des gros appareils, des grandes machines. C'est des machines qui sont puissantes, qui sont performantes, qui ont toute une série de capteurs, qui ont des moteurs qui font du bruit. Alors, je sais que parfois le bruit, ça fâche, mais enfin, vous pouvez impressionner et vous pouvez obliger un appareil de vous suivre et d'obtempérer. C'est un petit peu la voiture avec un gros moteur qui, de temps en temps, sillonne les autoroutes. La police routière doit pouvoir rattraper quelqu'un et doit pouvoir obliger cette personne à se ranger sur le bas-côté. Avec la défense solaire, vous n'avez pas cette gamme de possibilités. En fait, c'est binaire. Soit vous appuyez sur le bouton, un missile va partir et il y a de très fortes chances que vous allez toucher quelque chose et vous allez abattre cet avion sans forcément pouvoir avoir pu l'identifier. Alors bien sûr, c'est quelque chose de très rapide, c'est quelque chose de très efficace, mais il faut se rendre compte que c'est binaire, c'est 1 ou c'est 0. Ça ne convient pas en temps de paix. La plupart des conférences, la plupart des missions des forces aériennes, encore une fois, en temps de paix. D'accord. Donc, on pourrait vraiment pas imaginer, on dit, bon, on prend que la défense sol-air sans les avions. C'est soit on prend les deux, soit on prend pas. Alors, Claude Nicollier l'a dit tout à l'heure, c'est une question de responsabilité, mais c'est aussi quelque chose qui m'est très cher, c'est une question de cohérence. En fait, vous avez différentes composantes, vous avez différents systèmes qui fonctionnent ensemble. Alors, moi, je ne suis pas officier dans les forces aériennes, je ne suis pas pilote, je ne volerai jamais dans ces appareils-là, donc j'ai aucun intérêt personnel à dire qu'on a besoin de tel avion plutôt que tel autre. Mais par contre, la cohérence du système, la cohérence de la politique de sécurité de la Suisse, la cohérence de l'autonomie de décision de la Suisse par rapport à ses voisins, l'autonomie, la neutralité, la possibilité d'organiser sur notre sol des conférences ou des événements, la possibilité de protéger des infrastructures critiques, tout ça, en fait, c'est une immense possibilité, c'est un atout absolument magistral dans les relations internationales aujourd'hui. Vous vous rendez compte que certains États qui sont beaucoup plus, entre guillemets, puissants militairement que la Suisse, c'est pas une des ambitions affichées du Conseil fédéral d'être puissant, mais notre ambition, c'est d'être autonome, c'est d'être responsable, de pouvoir assumer nos décisions. Vous vous rendez compte que des pays comme la Turquie se retrouvent à côté d'un foyer de guerre sur les marges de l'Europe. Eh ben, ils n'ont pas de défense solaire. Ils sont obligés de faire appel à leurs partenaires de l'OTAN, et c'est les Allemands ou les Américains qui vont déployer des missiles sur place. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut ranger des missiles derrière chaque cabanon de jardin. Je suis pas en train de dire cela, mais il faut avoir cette possibilité, le jour où on en a besoin, de pouvoir faire quelque chose dans la troisième dimension, d'avoir un système de protection, de surveillance, de défense intégrée. On n'a pas besoin d'avoir des dizaines ou des centaines de ces systèmes, mais on a besoin d'avoir cette capacité pour pouvoir construire une bulle de protection ou un parapluie de protection ou un toit au-dessus de nos têtes.